Créatif. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode, ce format vidéo donc d'Eurocréatif qui décrypte l'actualité de l'Europe centrale et orientale avec des experts de la région. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler des élections bulgares, des élections que personnellement je trouve extrêmement intéressantes, qui sont tout à fait finalement les deuxièmes élections en seulement quelques mois, puisqu'il y a eu déjà des élections législatives en Bulgarie qui se sont tenues en avril dernier et qui n'ont mené à une impasse politique, on peut le dire, puisque aucune coalition n'a pu émerger de ces élections. Alors, dimanche dernier, on a pris les mêmes et on a recommencé pour des résultats intéressants, mais qui ne permettent pas forcément d'avoir des éclairages plus fins. La situation demeure incertaine et donc nous sommes là pour décrypter cet événement aujourd'hui avec Raina Sambolinska. Bonjour, vous êtes observatrice engagée des pays en transition avec un intérêt particulier pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Vous êtes également experte de diplomatie numérique et de questions de sécurité. Bienvenue. Bonjour, Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, vous connaissez le concept de ce format, décryptage créatif, 10 minutes top chrono, plus ou moins 10 minutes top chrono, 3 questions, une question de contexte, une question d'explication de l'événement en question, ici les élections bulgares, ici législatives, s'il est besoin de préciser, et enfin une question de mise en perspective, que se passera-t-il finalement, sans qu'on ait forcément une boule de cristal, mais que peut-il se passer? Alors, la première question revient au contexte global. Je l'ai dit, ce sont les deuxièmes élections, on peut dire le deuxième tour des élections législatives, puisque le premier tour a eu lieu en avril dernier. Plus largement, la vie politique bulgare est mouvementée depuis de nombreux mois. On a assisté à des mouvements de protestation assez importants à l'été dernier à l'encontre du gouvernement de Boyko Borisov, au pouvoir depuis une dizaine d'années, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ce mouvement de protestation important qui en fait résonne par rapport à de nombreuses affaires, scandales de corruption notamment, et des critiques acerbes à la fois de la société civile bulgare, mais aussi de certaines élites politiques européennes, même si ces critiques sont assez peu loquaces, je dirais. Mais en tout cas, toujours est-il, quel était, Reina, le contexte de la vie politique bulgare préélectorale, si je peux m'exprimer? Alors, effectivement, le pays subit beaucoup de bouleversements, mais ce n'est pas du tout récent, en fait. On a vu des choses qui ont percé un peu qui ont surnagé, si on veut, dans la mer de faits divers de part et d'autre et qui sont, par exemple, de côté français, très peu reflétés. Donc, on a vu ça arriver l'été dernier avec, en plein Covid, des manifestations en fait, qui ont duré des semaines et des semaines, anti-establishment, comme on peut les appeler, mais surtout anti-corruption. Parce que énormément de gens en fait en ont vraiment marre d'être dans une situation qui est connue comme dans beaucoup de pays il y a de la mafia et en fait pour la Bulgarie la mafia a un pays qui est un leitmotiv que beaucoup de gens reprennent en cœur et qui est assez vrai. Donc, il y a effectivement une structuration oligarchique du pouvoir politique dans le pays. Et il y a eu en fait une réaction tiédasse, hein, on va vraiment le dire comme ça, de côté européen. Face en fait à des soulèvements de société civile, mais plus largement que ça, qui ont été énormes l'été dernier et qui ont vraiment duré pratiquement tout l'été. Donc on parle d'un pays qui est en deçà des standards sociaux, des standards économiques, etc. de l'Union, où il y a beaucoup de corruption, encore une fois, où il y a en fait une quantité de jeunes, hein, de personnes qui vont faire leurs études dans d'autres pays, on va dire plutôt occidentaux cette fois, et qui ne reviennent pas nécessairement. Donc il y a tous ces sujets-là. Et donc, en fait, suite à ces manifs-là, ont émergé des partis dits protestataires qui, en fait, n'ont pas, pour la plupart, d'existence avant ces manifs-là.
qui ont parfois vu des transfuges de pays classiques, des pays traditionnels, les rejoindre en tant que leader, en tant que meneur, si on veut, et qui en fait ont créé ce qu'on voit aujourd'hui, un an après, une espèce de paysage extrêmement fragmenté où des revendications de tout genre, mais surtout anticorruption, renouvellement des élites, etc., rejoignent en fait des revendications beaucoup plus patriotiques, plus nationalistes, qui en fait ne retrouvent pas pour autant des partis dédiés qui émergent dans les élections-là. C'est-à-dire que tous les partis qu'on peut qualifier d'un point de vue français d'extrême droite, ou en tout cas très nationaliste, très populiste, au sens très français de ce terme-là, en fait, n'arrivent pas du tout à se qualifier pour entrer au Parlement. C'était le cas en avril, c'était le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a eu 6 ou 7 gagnants, finalement, de cette course parlementaire en avril, qui ont émergé, puisque un gouvernement de coalition n'a pas pu être créé, un gouvernement par intérim a pris le pouvoir, en fait, le temps d'organiser de nouvelles élections législatives, donc ce qui a été fait ce week-end. Et en fait, ce qui est arrivé, qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de scandales qui ont émaillé là l'actualité vraiment dans cette espèce d'interstice entre avril et aujourd'hui, qui en fait relève de limite l'équivalent de Watergate local, des accusations d'extorsion, des choses vraiment très très graves. Et en fait, ce qui change cette fois, c'est qu'on a vu avec ce gouvernement par intérim arriver des indépendants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas liés à un des pays qui a été élu, enfin qui a eu des représentants élus aux législatives. Ce sont des gouvernants, ce sont des politiciens qui ont un rôle exécutif de par leur participation au gouvernement de transition, qui en fait ont mis le doigt et ont commencé à dénoncer justement de la corruption, des pratiques tout à fait inacceptables. Et donc c'est ça qui semble changer par rapport à ce qu'on a vu sur la décennie précédente ou même l'été dernier, avec une mobilisation en fait civile, si on veut, très forte. Là, on voit des gens de l'exécutif qui commencent à dire là, il y en a vraiment marre. Faut faire place nette. Faut vraiment commencer à dégager du peuple et en fait faire de la place à d'autres personnes qui arrivent. Et justement, est-ce qu'on fait de la place avec ces nouvelles élections? Est-ce que cette mobilisation citoyenne, cette mobilisation sociétale s'est traduite dans les urnes dimanche dernier? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections? Alors, c'est là qu'on a en fait une difficulté, dans le sens où effectivement, il y a cette diversité en termes de partis politiques qui a émergé, qu'on a déjà vu se qualifier en avril, et on revoit plus ou moins les mêmes dans des proportions légèrement variables, revenir là en juillet. Donc, ce qui est arrivé là, c'est que le parti de Boyko Borisov, qui en fait était le parti, on va dire, si on veut faire un parallèle avec la politique française, ce serait les républicains locaux. Et ce parti-là, GERB, en fait, avait déjà la majorité en avril. Là, il s'est fait passer devant par le parti amené par Slavy Trifonov, qui est, en fait, j'ai grandi avec, avec les talk shows de ce présentateur-là, avec les chansons, avec voilà, de cette personne-là, qui en fait a amené un parti qui s'appelle, enfin qu'on peut traduire par Il y a un tel peuple, qui est une espèce de de bric-à-broc, si on veut, assez quand même populiste, qui s'est surtout construit via des statuts Facebook, via une mobilisation en fait très société civile, très donner la voix au peuple, etc. Et qui en fait lui est passé devant
a passé devant à GERB, donc, qui est un parti, on va dire, traditionnel, et qui est surtout, en fait, qui était surtout jusqu'à présent en concurrence ou en compétition avec l'équivalent du Parti socialiste, qui a émergé de l'ancien Parti communiste, donc, qui a perdu aujourd'hui beaucoup de sièges et d'adhésions. Donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est cette diversité-là qui émerge pour comparer avec, en fait, pour comprendre la difficulté de ce qui vient et pourquoi en fait c'est aussi difficile d'avancer ensemble. C'est que contrairement à la France, où on a en fait des modes de scrutin différents et surtout de modes de constitution d'exécutifs et de législatifs en fait, qui sont très particuliers, qui sont majoritaires. En Bulgarie, ce n'est pas du tout le cas. En Bulgarie, l'Assemblée nationale est monocamérale. En France, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, donc 2 caméras, mais en Bulgarie, c'est monocaméral. Il y a effectivement un scrutin mixte où on a un scrutin majoritaire à un tour, où vous avez des listes et où vous avez en fait en parallèle des personnes, donc des individus, des sièges individuels qui sont élus en même temps. Et donc, il y a une représentation proportionnelle qu'il n'y a pas en France, avec le quorum de 4%. Et donc, en fait, c'est là où les sujets, ça se complexifie beaucoup parce que quand on a une situation telle qu'aujourd'hui, sur les 240 membres élus du Parlement, pour avoir une majorité, donc pouvoir former un gouvernement, on doit avoir 121 membres, donc la majorité plus 1. Or, aujourd'hui, même les partis qui ont eu le plus de sièges, ils arrivent à 59, 64, etc. Donc, même en faisant des coalitions avec d'autres partis, donc en jouant avec combien j'en prends, j'en prendrai 3 kilos, 4 kilos, 4 députés, machin, par ici, par là. En fait, il n'y a pas de majorité qui est possible. Donc, ce que fait le président, c'est demander, en les prenant par majorité des voix élues, en les prenant, et donc il va proposer d'abord au parti avec le plus grand nombre d'élus, est-ce que vous voulez constituer un gouvernement? S'ils ne veulent pas, ils passent au suivant, etc., etc. Et donc c'est ce qui s'est passé en avril. Là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le président a commencé à faire la même chose. Et en fait, le premier parti élu, qui est Il y a un tel peuple, donc amené par Slavy Trifonov, il a dit, ok, moi je vais faire un gouvernement, mais je vais le faire tout seul. Et c'est là où on a en fait énormément de problèmes parce que, encore une fois, c'est certes, ce parti est arrivé premier, mais est arrivé premier avec un peu plus de 60 sièges sur 240, avec une participation qui est extrêmement basse, qui est de 42%, ce qui, franchement, pour la Bulgarie, c'est rien. En France, on a eu une abstention là au régional départemental qui était juste terrifiante, mais en Bulgarie, 42% de taux de participation est extrêmement bas. Donc voilà, finalement, on a moins de la moitié de la population qui a voté, et on se retrouve avec en fait, finalement, une situation où un parti qui n'a jamais tenu de pouvoir politique, qui n'a pas d'existence politique, qui s'est construit sur des statuts Facebook, vous dit, moi, en fait, je vais faire mon propre gouvernement, tout seul dans mon coin, avec des gens, des technocrates que personne ne connaît, qui sont pareils, qui en fait n'ont jamais tenu de poste au pouvoir ou presque, où vous avez des gens en fait qui ont 30 ans, 32 ans, qui en fait sont des gens venant du privé, qui n'ont jamais encore une fois eu de pouvoir, qui n'ont aucune légitimité politique. Donc on va faire ça tout seul comme des grands. Et on en est là en fait. Donc ça, je suppose que ça amène votre question suivante. Tout à fait. Question suivante, dernière question qui nous amène au truculent, je dirais, Slavy Trifonov. Et justement, vous l'avez rappelé, il a gagné, enfin son parti a gagné, puisque lui n'était même pas présent sur les listes électorales finalement.
s'était retiré et décidé de ne pas participer en tout cas. Il a gagné, son parti a gagné et il a pris un peu tout le monde de court en déclarant sa volonté de former un gouvernement technocrate autour d'un expert économique sans l'aide des autres forces politiques, qu'elles soient des mouvements de protestation, puisqu'il y a eu quelques autres partis, vous l'avez dit, qui étaient là, et que ce soit aussi sans les partis traditionnels, réputés corrompus, et donc qui ne peuvent pas participer à un gouvernement dit novateur en Bulgarie. Alors, on en est là, vous l'avez dit, est-ce la fin des partis traditionnels, que ce soit les socialistes ou le centre-droit du GERB, peuvent-ils se réinventer? Et plus largement, est-ce que cette victoire de Trifonov, ce pari d'ailleurs qu'il essaye de faire, on ne sait pas si ça va marcher, hein, mais ce pari qu'il essaye de faire, est-ce que ces résultats représentent finalement le tournant politique tant attendu, puisqu'on attend ce tournant politique majoritairement en Bulgarie, est-ce qu'il est là, ce tournant, ou non? Grande question, hein, franchement, je ne sais pas. Dans le sens où les choses vont clairement changer. C'est pas possible de faire autrement, hein, pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que on aura, même si ça dure 3 mois, 4 mois, 6 mois, on aura en fait un gouvernement de technocrates, donc de gens qui ont des compétences par ailleurs, qui ont de l'expertise par ailleurs, mais qui, encore une fois, n'ont pas de légitimité, n'ont pas d'expérience politique, et qui, en fait, ne pourront que très difficilement aussi faire voter des lois. Parce que, encore une fois, il ne suffit pas de juste avoir un gouvernement. Le Parlement est là pour voter les lois. Donc, on a ça, on a ce genre de choses qui va se jouer. Il ne faut pas oublier que Borisov, qui est on peut dire beaucoup de choses, y compris des choses assez désobligeantes à son sujet, il ne reste pas moins un animal politique assez remarquable, hein, qui a eu beaucoup aussi le soutien, même informel, donc, du parti européen majoritaire, donc, qui est le PPE, et donc d'Angela Merkel. Et donc, quand on s'extrait un peu, si vous voulez, du contexte purement bulgare, ce qu'on voit, c'est un changement aussi à l'automne au niveau présidence, parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent. Si d'ici là, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un gouvernement, on va repartir en fait sur des législatives, encore une fois, qui sont concomitantes avec les présidentielles. On va repartir avec pas de soutien européen clair aux gens, en fait, au Parlement national, avec pas du tout, en fait, une notion claire de programme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pour pouvoir gouverner, il faut des programmes. Et là, je vais être très peu politiquement correcte, mais ma machine à laver a plus de programmes que les quelques partis au pouvoir, et avec une personnalité, en fait, encore une fois, qui est extrêmement particulière ici, qui a amené, si on veut, un nouveau parti au pouvoir. Mais cette personnalité-là de Trifonov, on la voit nulle part. Il ne s'est pas proposé sur les listes électorales, il ne s'est pas proposé pour participer au gouvernement. Il est très peu, en fait, présent dans l'espace médiatique, ce qui est un comble pour un animateur à succès depuis 30 ans de shows télé, etc. Donc voilà, on a en fait cette espèce de truc qui est là, et surtout, on a aussi en face des partis traditionnels qui sont extrêmement affaiblis et des partis d'opposition, si on veut les qualifier comme ça, des partis de protestataires qui en fait ont les mêmes avantages et désavantages que le parti de Slavy Trifonov, qui est que ce sont des gens qui, eux, pareil, se sont construits sur des statuts Facebook, sur de la contestation dans la rue, etc., et qui n'ont pas pour autant, en fait, une légitimité politique. Et donc, la question est, c'est encore une fois, pour gouverner, il faut le faire ensemble. En quelle mesure, en fait, il va y avoir une vraie pensée politique qui va être mise en avant,
en fait, en quelle mesure elle sera traduite par une négociation politique, parce que c'est ça le propre d'un exercice de gouvernance, et en quelle mesure, en fait, on ne va pas reprendre les mêmes pour recommencer, et donc refaire un tour et arriver dans quelques mois à on a essayé, ça ne marche pas, vas-y, on va revoter pour les mêmes, au moins on sait à quoi s'attendre. Donc voilà, toutes les options sont ouvertes. Voyons voir ce qui va arriver. Peut-être qu'on aurait dû attendre en fait l'automne et faire des élections en fait législatives concomitantes avec les élections présidentielles et ne pas faire en fait ce pas de côté en plein été avec des résultats incertains. Donc voilà, mais avec des si on mettrait Paris en bouteille. Okay. Donc voilà, wait and see, on verra ce que ça donne. Toujours est-il que je remercie Eurocreative, en fait, encore une fois, de faire ce travail-là de fond. Il faut continuer à suivre ces sujets-là en Bulgarie, y compris dans l'espace francophone, parce que, en fait, il y a des sujets qui dépassent le simple périmètre bulgare dans ces sujets-là, parce que, je rappelle, la Bulgarie a une frontière qui s'appelle la mer Noire, une autre qui s'appelle la Turquie, une autre qui s'appelle Macédoine du Nord, une autre qui s'appelle la Serbie. Donc, on a en fait énormément de sujets qui sont à gérer dans ces changements-là, dans ces temps incertains où on a une présidence tournante de l'Union européenne slovène qui demande un élargissement sur les Balkans de l'Ouest et où en fait on a un État membre de l'Union européenne qui est la Bulgarie, qui a une position, on va dire, pas très consensuelle sur l'élargissement dans la région. Donc voilà, si on veut en fait préserver une unité européenne, il faut continuer à garder un œil très attentif vers la Bulgarie. Et merci à vous. Merci à vous pour ces éclairages passionnants. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler puisque la situation, comme vous l'avez dit, est très incertaine. Merci d'avoir soulevé aussi le fait que ces élections doivent intéresser aussi en France. Ce ne sont pas seulement des élections bulgares, mais européennes, je dirais, et qui doivent ainsi concerner un petit peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo et on vous remercie vraiment encore une fois pour vos éclairages, puisque c'est quand même un contexte politique qui n'est pas simple à comprendre pour les amateurs de politique bulgare, ou en tout cas pour les amateurs de politique européenne, mais qui est vraiment nécessaire. Les mois prochains, et vous l'avez dit, les perspectives des élections présidentielles sont très importantes pour la Bulgarie. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais en tout cas, on va continuer à le suivre à vos côtés. En attendant, je pense qu'il va y avoir une petite pause estivale, donc ce sera le dernier décryptage créatif de cette saison, on peut dire. Et on se retrouve donc en septembre à nouveau. À très bientôt. Au revoir.